Après avoir examiné l'hypothèse de la dérive des continents de Wegener la semaine dernière et d'avoir examiné aussi la structure interne de la Terre, cette semaine, nous changeons de registre et nous passons à la théorie de la tectonique des plaques. Mais avant tout, j'aimerais vous dire un mot sur une démarche méthodologique en géologie qui est très importante, l'actualisme. Je vous ai parlé la semaine dernière du catastrophisme et du créationnisme qui, d'Aristote jusqu'à la fin du 18e siècle, a complètement dominé la pensée de ceux qui cherchaient à comprendre l'origine de la Terre et son histoire. Vous vous souviendrez que les catastrophistes proposaient que la Terre avait été formée par une suite de grandes catastrophes dans un laps de temps très, très court. En 1654, même l'évêque britannique James Ussher a établi, à partir du décompte des générations dans la Bible, que la Terre avait été créée 4004 avant Jésus-Christ, ce qui lui donnerait un âge de 6000 ans et des poussières actuellement. C'est d'ailleurs ce que croient encore les créationnistes. Aujourd'hui, on sait très bien que la Terre date de 4,5 milliards d'années, mais nous verrons ce sujet dans une autre émission. Fin 18e siècle, début du 19e, les géologues James Hutton et Charles Lyell se sont opposés aux créationnistes. Ils ont proposé que les phénomènes anciens ont été causés par des processus, les mêmes processus mécaniques, physiques, chimiques, biologiques, que ceux qui régissent les phénomènes actuels. Et en fait, ils ont appelé cette démarche méthodologique l'uniformitarisme. Aujourd'hui, en français, on utilise le terme d'actualisme. En fait, ce qu'ils proposent, c'est que si on veut comprendre les phénomènes anciens, la meilleure façon, c'est d'étudier les phénomènes actuels. Par exemple, si je veux savoir comment ça s'est formé une grande suite de roches volcaniques, c'est très simple, je n'ai qu'à étudier les volcans qui sont actifs aujourd'hui. La démarche est fondamentale en géologie. Cependant, il faut l'utiliser avec prudence, particulièrement en ce qui touche les processus chimiques et biologiques. On sait, par exemple, que dans le passé, la chimie des océans et de l'atmosphère a varié, de même évidemment que pour la vie. C'est en utilisant cette démarche, finalement, qu'on est arrivé à comprendre les grands phénomènes qui règlent la tectonique des plaques et donc à formuler cette grande théorie planétaire. Dans l'émission précédente, nous avons vu que les contemporains de Wegener n'ont pas véritablement accepté sa proposition de la dérive des continents. Il y a deux raisons principales à cela. La première raison, d'abord, c'est que Wegener ne proposait pas véritablement de mécanisme pour la dérive de ces blocs continentaux. La deuxième raison, c'est qu'il ne présentait pas véritablement une vision planétaire, c'est-à-dire un système cohérent qui serait applicable à l'échelle de la planète. Il aura fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que viennent de nouvelles propositions qui, cette fois, vont ouvrir la porte à l'expression de la théorie de la tectonique des plaques. Nous allons brièvement examiner deux propositions qui ont, en somme toute, valeur historique. La proposition de Arthur Holmes en 1945 et celle de Warren Carey en 1953. Les deux propositions s'opposent en quelque sorte et en bout de ligne, on verra que c'est la proposition d'Arthur Holmes qui sera retenue alors que la proposition de Warren Carey véritablement ne rencontrera pas le test du modèle. Voici les schémas qu'Arthur Holmes a présentés en 1945. Il y proposait que l'existence de courants de convection dans le manteau sous un méga-continent comme la Pangée aurait créé dans la croûte continentale des forces de tension, alors qu'au niveau des océans adjacents, il va se développer des forces de compression. Sur ce second schéma, Holmes explique que les forces de tension dans la croûte continentale vont causer des fractures et que dans les ouvertures, il y aura infiltration de magma provenant du manteau. La cristallisation de ce magma va créer ainsi de la nouvelle croûte océanique composée de basalte.
Toujours sous l'influence de la convection, la nouvelle croûte océanique va continuer à se fracturer et à être infiltrée par le magma. De cette façon, les masses continentales vont s'éloigner l'une de l'autre. Wegener aurait dit vont dériver l'une par rapport à l'autre. Et il va se former continuellement de la nouvelle croûte océanique. Donc, un nouvel océan va s'ouvrir progressivement. Pour Holmes, la surface terrestre est un espace fini, ce qui implique que s'il y a formation de nouvelles croûtes quelque part, il faut détruire la croûte ailleurs. Cette destruction se fera dans les zones de compression où la croûte s'enfoncera dans le manteau, donnant naissance à des fosses océaniques profondes. Voilà ce qu'on peut appeler un modèle planétaire. Il est cependant conceptuel puisque Holmes ne possédait pas les données nécessaires à appuyer son idée. Il constitue néanmoins l'embryon de la tectonique des plaques. Il faudra cependant attendre une bonne vingtaine d'années avant qu'on rassemble toutes ces données pour appuyer ce modèle. 8 ans après la proposition de Holmes, Warren Carey, en 1953, est à peu près d'accord avec l'idée des courants de convection et du déplacement de la croûte océanique. Cependant, il est totalement en désaccord en ce qui a trait à la destruction de croûtes océaniques ailleurs. Puisque, selon lui, la Terre se dilate, qu'elle est en expansion, il fonde ce postulat sur la simple hypothèse que, puisque l'univers est en expansion, toujours selon lui, le globe terrestre doit aussi l'être. Dans ce modèle de l'expansion du globe, les continents sont des masses rigides, alors que les océans grandissent à mesure de cette expansion. Pour faire une analogie, c'est comme un peu si on avait un ballon sur lequel on aurait mis une couche de peinture rigide. En gonflant le ballon, la peinture se serait craquelée et donc les masses rigides se seraient éloignées les unes des autres. Par la suite, cette proposition faillira. Elle ne réussira pas le test du modèle et à toute fin pratique, elle tombera dans l'oubli. Ce qui avait sérieusement manqué à Wegener, c'était une bonne connaissance de la nature des fonds océaniques. Et c'est finalement cette connaissance qui va relancer l'intérêt pour son hypothèse à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans la première moitié du 20e siècle, on en était arrivé à avoir une connaissance à peu près approximative des fonds océaniques. Mais c'est véritablement durant la Deuxième Guerre mondiale qu'on a fait sérieusement des relevés systématiquement dans les océans à l'aide de la méthode du sonar. Et on a donc produit des cartes topographiques du fond des océans relativement réalistes, relativement fiables. Alors voici une image, une représentation de ce que l'on a trouvé avec cette cartographie des fonds océaniques. On va se concentrer un peu plus sur l'Atlantique ici pour voir quelles sont les diverses structures qu'on a observées. D'abord, le long de la côte américaine, ici, un grand plateau, ce qu'on appelle le plateau continental, un grand plateau qui va de 0 mètre de profondeur à 135-200 mètres de profondeur jusqu'à la marge ici. Ensuite, un bris de pente très important avec une pente ici qui est fortement exagérée, l'illustration ici est fortement exagérée, une pente qui en réalité est de 4 degrés. Ensuite, une grande plaine ici qui s'appelle la plaine abyssale et qui va jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Dans cette plaine abyssale, localement, vous le voyez ici, on observe des petits pics sous-marins. On reviendra sur ceci. Et ensuite, après la plaine, on remonte sur ce qu'on appelle la dorsale médio-océanique ici, une dorsale qui va jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Remarquez ici, au sommet de la dorsale, qu'il y a une dépression qu'on appelle un rift océanique. Remarquez aussi que cette dorsale, elle est disséquée par une série de failles qui la déplacent plus ou moins. Ce schéma vous présente un profil du fond de l'océan Atlantique. On y reconnaît les divers éléments que je vous ai montrés sur la carte. Le plateau continental et la pente continentale, les deux formant ce qu'on appelle la marge continentale. La crête ou la dorsale médio-océanique, puis, entre marge et dorsale, la plaine abyssale. Localement, il y a des pics sous-marins, comme ici, l'île des Bermudes. À l'est de la dorsale, on répète par symétrie les mêmes éléments. Revenons à notre carte des fonds océaniques.
pour revoir, par exemple, le parcours de cette fameuse dorsale. Commençons avec l'Atlantique Nord ici. Donc, la dorsale descend tout au long de l'Atlantique Nord. Ensuite, le long de l'Atlantique Sud, contourne la pointe de l'Afrique. Une branche vient se perdre ici dans la mer Rouge. Une autre branche traverse l'océan Antarctique au sud de l'Australie ici, puis remonte progressivement le long du Pacifique pour venir se buter ici contre l'Amérique du Nord. Nous retrouvons dans le Pacifique, ici, nous retrouvons donc les mêmes éléments que nous avons vus dans l'Atlantique, soit la grande plaine abyssale ici, qui contient cependant beaucoup plus de pics sous-marins qu'il y en avait dans l'Atlantique. Ensuite, il y a évidemment la dorsale ici, qui, elle aussi, est disséquée par toutes ces failles. Cependant, il y a un élément qui est caractéristique du Pacifique, c'est la présence de grandes fosses profondes tout au pourtour de cet océan Pacifique. Par exemple, des grandes fosses comme celle des Tonga ici, qui atteint 10 000 mètres de profondeur, celle des Mariannes, la plus profonde, qui atteint plus de 11 000 mètres de profondeur, celle des Kouriles ici, qui est à 10 000 mètres de profondeur, celle des Aléoutiennes, près de 8 000 mètres de profondeur, et puis la fosse centrale américaine ici, puis la fosse du Pérou-Chili, qui atteint aussi 8 000 mètres de profondeur. Cette connaissance des fonds océaniques a fortement interpellé les scientifiques qui se demandaient mais pourquoi avons-nous cette dorsale? Comment est-ce qu'elle s'est formée? Pourquoi avons-nous de ces fosses très profondes? Pourquoi se trouve-t-elle essentiellement autour du Pacifique? On va donc voir que c'est finalement la tectonique des plaques, la théorie de la tectonique des plaques, qui est capable de répondre à ces questions. Un jalon important dans le cheminement vers la formulation de la théorie de la tectonique des plaques est la proposition par ARES à l'effet que les fonds océaniques se comportent comme un tapis roulant. Hess était professeur de géologie à l'université de Princeton. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans la marine américaine comme commandant d'un vaisseau qui croisait dans le Pacifique Sud. Parallèlement à ses missions militaires, il faisait des relevés bathymétriques et c'est ce qui l'a amené à s'interroger sur la signification de ces reliefs des fonds océaniques, comme les dorsales, les fosses profondes et les pics sous-marins. Alliant ses connaissances géologiques avec ses observations, il en vint, durant les années 1950, le début des années 60, à proposer l'étalement des fonds océaniques, une hypothèse qui finalement va s'avérer créatrice de science. Hess proposa que la dorsale médio-océanique était le résultat de l'accumulation de chaleur en une zone donnée suite à de la convection dans la sténosphère. Que cette accumulation de chaleur faisait gonfler la lithosphère et qu'elle était aussi responsable du magmatisme à cet endroit. La convection entraîne les planchers océaniques rigides qui s'étalent de part et d'autre de la dorsale, en même temps qu'ils se forment continuellement de nouvelles croûtes océaniques grâce au magma qui vient cristalliser. Les planchers océaniques s'enfoncent dans la sténosphère au niveau des zones de subduction. Ils sont digérés par la sténosphère et reviennent éventuellement sous forme de magma au dorsal. On peut donc dire que les planchers océaniques se comportent ainsi comme un immense tapis roulant. Cette idée de l'étalement des fonds océaniques se fondait bien sûr sur la nature du relief des fonds, mais aussi sur des arguments géophysiques. Par la suite, plusieurs études sont venues conforter cette idée. Par exemple, Tuso Wilson, un géophysicien de l'Université de Toronto, a été un des premiers à épouser l'idée de l'étalement des fonds océaniques. Il a même apporté un argument supplémentaire. L'âge des îles volcaniques croît avec leur distance par rapport à la dorsale. Prenons par exemple ce chaînon d'îles volcaniques. C'est un fait d'observation que plus ces îles sont éloignées de la dorsale, plus elles sont vieilles. Elles sont formées en un point par du magma venant d'une source stationnaire dans la sténosphère.
ce qu'on appelle un point chaud. Ce magma perce la lithosphère océanique pour former des volcans. Ces chaînons sont une preuve que le plancher océanique s'est déplacé latéralement, entraînant les îles volcaniques dans sa dérive. Nous reviendrons sur ce sujet dans la troisième émission. Wilson était un communicateur extraordinaire et il a été un promoteur certain de l'acceptation de la théorie de l'étalement des fonds océaniques par la communauté scientifique. Un autre élément qui a contribué à l'idée de l'étalement, c'est les forages qui ont été exécutés sur les fonds océaniques. Au début des années 70, la communauté internationale a lancé un très grand programme pour mieux connaître ces fonds océaniques, un grand programme de forage, un programme qu'on a appelé le DSDP, le Deep Sea Drilling Project, un programme qui fonctionne toujours d'ailleurs. On a foré des centaines de sites. On possède donc maintenant une banque d'informations extrêmement importante en ce qui concerne la composition de la croûte océanique et des sédiments au-dessus de cette croûte. Mais on possède aussi énormément de renseignements sur l'âge de cette croûte océanique et de ces sédiments. Voici le profil d'un océan qui montre la dorsale océanique tout à fait à droite et le continent à gauche. En brun foncé, la croûte océanique basaltique et au-dessus, en beige, la couverture de sédiments. Si la proposition de l'étalement des fonds océaniques est vraie, il doit y avoir une variation des âges de la croûte et des sédiments qui la recouvrent. Effectuons un forage près de la dorsale et examinons la carotte recueillie. L'âge des basaltes composant la croûte océanique sera, disons, de 5 millions d'années, de même que les sédiments qui se trouvent immédiatement au-dessus des basaltes. Puis, en montant dans la carotte, les âges des sédiments seront de plus en plus jeunes jusqu'à obtenir des âges récents. Sur la carotte d'un second forage, situé un peu plus loin de la dorsale, les basaltes seront plus vieux, ainsi que les sédiments immédiatement sur les basaltes, disons 50 millions d'années. Comme dans le cas du forage précédent, l'âge des sédiments s'étalera de 50 millions d'années à récent. Dans un troisième forage, plus près du continent que de la dorsale, l'âge des basaltes sera de 110 millions d'années et l'âge des sédiments variera de 110 millions à récent. On voit donc que pour ces trois forages, les planchers océaniques sont de plus en plus vieux à mesure qu'on s'éloigne de la dorsale et qu'on s'approche des continents. Si on fait la synthèse de tous les âges obtenus par les multiples forages, on retrouve cette même relation. Ces constatations sont donc en accord avec l'idée de l'étalement des fonds océaniques. Un autre élément qui a contribué à conforter l'idée de l'étalement des fonds océaniques et qui a permis de franchir un pas important dans la formulation de la théorie de la tectonique des plaques, c'est le paléomagnétisme. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il nous faut maintenant traiter du magnétisme terrestre et surtout comment les roches et les minéraux enregistrent ce magnétisme. La Terre agit comme un dipôle magnétique, ou si vous préférez, comme un aimant. Les lignes de force magnétique établissent tout autour de la planète un champ magnétique terrestre. Comme vous le savez, le fer est toujours attiré par un aimant. C'est la raison pour laquelle l'aiguille d'une boussole s'oriente toujours le long des lignes de force terrestres et qu'elle pointe toujours en direction du pôle magnétique où que nous soyons sur la Terre. Voici une roche qu'on appelle basalte. Elle était autrefois une lave. Lorsque la lave a refroidi, elle a cristallisé en fins cristaux qui forment aujourd'hui cette roche. Ces cristaux sont formés de minéraux qui contiennent du fer. Au moment de la cristallisation, le fer des minéraux s'est aligné selon les forces magnétiques terrestres, comme le fait l'aiguille d'une boussole. Le basalte a donc enregistré le magnétisme terrestre de l'époque. C'est ce qu'on appelle le paléomagnétisme, une sorte de magnétisme fossile qu'on peut mesurer en laboratoire avec des appareils sophistiqués. Ce basalte possède donc ce paléomagnétisme. Il agit un peu comme une boussole ancienne dont l'aiguille aurait été fossilisée. Si je connais bien l'orientation de ce spécimen et son âge, disons 125 millions d'années pour le besoin de la cause, je suis donc en mesure de déterminer
par les mesures en laboratoire, le sens et l'orientation de la polarité du magnétisme terrestre il y a 125 millions d'années au moment de la cristallisation de ce basalte. À partir de plusieurs échantillons dont les âges sont bien connus, les physiciens et géophysiciens ont été en mesure de se rendre compte que le magnétisme terrestre avait varié dans les temps géologiques. Non seulement son orientation avait varié, mais aussi sa polarité, son sens. On s'est aperçu qu'il y avait des périodes où la polarité magnétique était la même que celle d'aujourd'hui, et on parle donc par convention de polarité normale, et on s'est aperçu qu'il y avait des périodes où la polarité était inverse, et on parle de polarité inverse. C'est ce qu'a mis en évidence le japonais Matsuyama dans les années 1920. Voyons comment. Prenons comme exemple l'empilement de couches de lave qui ont été déposées par une suite d'éruptions volcaniques. Supposons que lors de la première coulée de lave, il y a 4,1 millions d'années, la polarité du champ magnétique terrestre était inverse, c'est-à-dire à l'inverse d'aujourd'hui. En cristallisant pour donner du basalte, la roche a enregistré cette polarité. Une seconde coulée se produit 700 milliers d'années plus tard, soit il y a 3,4 millions d'années. Supposons que la polarité magnétique terrestre s'est inversée entre-temps. Cette fois, le basalte va enregistrer cette polarité normale. Et ainsi de suite pour toute une série de coulées de lave qui s'empilent à travers les temps géologiques et qui, à chaque fois, enregistreront la polarité du moment. Cette photographie du canyon d'Hawaï nous donne un bel exemple d'un tel empilement de coulées de lave. On compte ici des centaines de coulées qui donnent cette stratification au paysage. Faisons un forage dans notre pile de coulées basaltiques. La carotte obtenue nous permettra de déterminer la polarité magnétique pour chacune des couches de basalte. On pourra procéder ensuite à la datation des couches. Nous verrons beaucoup plus tard dans une autre émission comment nous datons les roches. Ainsi, la première coulée daterait d'il y a 4,1 millions d'années, la seconde coulée de 3,4 millions d'années, la troisième de 3 millions d'années, et ainsi de suite. On pourra alors construire une échelle magnétique, ce qu'on appelle dans le jargon des géologues une échelle magnétostratigraphique, en reportant les données d'âge et de polarité sur une échelle de temps. Ainsi, on sait qu'à moins 4,1 millions d'années, la polarité était inverse, le point bleu. Qu'à moins 3,4 millions d'années, elle était normale, le point jaune. Qu'à moins 3 millions d'années, elle était encore normale, et qu'à moins 2,6 millions d'années, elle était redevenue inverse. Et ainsi de suite pour les autres coulées. En ajoutant les données de plusieurs localités au monde, on est parvenu à établir l'échelle magnétostratigraphique des derniers 4 millions d'années. Vous voyez qu'il y a eu fréquemment des inversions de la polarité, mais on fait des regroupements, de telle sorte qu'il y a des époques où la polarité normale a dominé, en jaune sur l'échelle, soit les époques de Bruns et Gauss, puis des époques où c'est la polarité inverse qui a plutôt dominé, en bleu sur l'échelle, soit les époques Matsuyama et Gilbert. Aujourd'hui, on a réussi à établir une échelle magnétostratigraphique assez précise pour les derniers 160 millions d'années, et on a réussi à définir les grandes lignes pour la période qui va de moins 160 millions d'années à moins 550 millions d'années. En quoi cette connaissance des inversions de polarité magnétique vient-elle conforter l'idée de l'étalement des planchers océaniques? Voyons cela. Au cours de l'exploration des océans, non seulement voulait-on connaître le relief des fonds océaniques, mais aussi sa nature. On a donc utilisé toutes sortes de moyens, dont des relevés magnétiques, en traînant par bateau un appareil très sensible qu'on appelle un magnétomètre, et qui mesure l'intensité du champ magnétique. On a trouvé que le long d'un parcours, il y avait des segments d'intensité forte et des segments d'intensité plus faible. Les hauts et les creux sur cette courbe. Vers le milieu des années 50, après plusieurs relevés, on s'est rendu compte que ces anomalies se répartissaient selon des bandes parallèles entre elles sur le fond océanique et parallèles aussi au dorsal médio-océanique.
On a aussi découvert que ces bandes correspondaient à des changements de polarité du magnétisme. Au début des années 1960, les chercheurs Fred Vines et Drummond Matthews de Cambridge et Larry Morley de la Commission géologique du Canada ont eu l'idée de faire le rapprochement entre trois choses. D'abord, le fait qu'il y avait eu de nombreuses inversions de la polarité magnétique à travers les temps géologiques. Ensuite, la présence de bandes d'anomalies de l'intensité magnétique sur les fonds océaniques. Et troisièmement, l'hypothèse de ARES au sujet de l'étalement des fonds océaniques à partir de la dorsale. Cette série d'images explique comment se forment ces bandes de polarité magnétique variables lors de la construction du plancher océanique. On a vu que S a proposé qu'au dorsal, il se fabrique de la nouvelle croûte océanique et que cette nouvelle croûte s'étale à ce point. Au temps 1, par exemple, il se fabrique à la dorsale de la nouvelle croûte basaltique et les minéraux du basalte enregistrent la polarité du moment, ici une polarité normale. Au temps 2, après un certain étalement, si la polarité a changé, le basalte va enregistrer la nouvelle polarité, ici une polarité inverse. Même chose au temps 3 avec une polarité à nouveau changée, où le basalte portera la signature d'une polarité normale, et ainsi de suite. Le plancher océanique est donc composé de basalte dont les inversions de polarité magnétique se répartissent selon un patron symétrique et en bande parallèle au dorsal. Le plancher océanique qui s'étale se comporte comme la bande magnétique d'un magnétophone qui fixe le son, ici la polarité du champ magnétique, au fur et à mesure de son déroulement. C'est cette alternance qui est responsable des anomalies de l'intensité magnétique. Les intensités fortes correspondent aux polarités normales actuelles, résultant d'un effet d'addition, alors que les intensités faibles correspondent aux polarités inverses de la polarité actuelle, résultant d'un effet de soustraction. Voilà, ce phénomène de l'étalement des fonds océaniques a suffisamment reçu de preuves aujourd'hui pour qu'on considère qu'il s'agit d'un processus démontré et admis par tous. On avait donc compris un élément très important de la tectonique des plaques, c'est-à-dire qu'il y a formation perpétuelle de croûte océanique au niveau du dorsal et étalement de ces planchers de part et d'autre de cette dorsale. C'est ce qui a conduit en bout de ligne à la formulation de la théorie de la tectonique des plaques. Qui est le père de cette théorie? C'est pas facile de le préciser. Aussi importante que soit la contribution des Holmes, S, Wilson et les autres, qui ont bien établi qu'il y a étalement des planchers océaniques, ce ne sont pas eux qui sont responsables d'avoir réalisé que la lithosphère est divisée en un certain nombre de plaques qui bougent les unes par rapport aux autres en glissant sur la sténosphère. Il est difficile de cerner à qui appartient le concept, mais disons que la première formulation a été faite par un jeune professeur de l'Université de Princeton, Jason Morgan, qui a présenté son hypothèse lors d'une réunion de la American Geophysical Union en 1967. Il a présenté un exposé clairvoyant montrant que, justement, la lithosphère est divisée en un certain nombre de plaques qui bougent les unes par rapport aux autres et que ce mouvement peut être décrit à l'aide des règles mathématiques de la géométrie sur une sphère. Cependant, il a présenté son exposé à l'heure du lunch et ça a passé passablement inaperçu. Et il a mis une année avant de publier ses résultats. Entre-temps, les chercheurs anglais, Don Mackenzie et Robert Parker, ont publié, sans connaître, semble-t-il, la proposition de Morgan, ont publié donc une théorie identique, mais cependant basée sur des évidences différentes, principalement des arguments d'ordre sismologique. Il semble donc que cette idée de la tectonique des plaques soit née dans des cerveaux différents au même moment, mais de façon indépendante. C'est un bon exemple. Lorsqu'une idée scientifique est mûre, il devient quasi inévitable qu'elle soit formulée. Nous allons enfin passer à l'étude de cette théorie de la tectonique des plaques. Enfin, me direz-vous. La lithosphère terrestre rigide
est découpé en un certain nombre de plaques qui bougent en glissant sur la sténosphère et qui vont donc agir les unes contre les autres. Voyons donc sur une carte la dimension et la répartition de ces plaques lithosphériques. Nous avons donc ici cette carte des plaques lithosphériques. On compte 14 plaques lithosphériques. Certaines sont très grandes, d'autres sont beaucoup plus petites. Les grandes plaques, la plaque du Pacifique, par exemple, ici, est une grande plaque. La plaque de l'Amérique du Nord est assez grande, plaque de l'Amérique du Sud aussi, de l'Afrique, de l'Eurasie. Donc ça, c'est les grandes plaques essentiellement. On a des plaques plus petites, la plaque de Nazca ici, qui est une plaque de dimension moyenne, de même que les Philippines. Et puis, il y a au moins deux très petites plaques, la plaque des Cocos ici et la plaque des Caraïbes. Ces plaques tectoniques sont composées de croûtes continentales et océaniques ou uniquement de croûtes océaniques. La plaque du Pacifique, qui est assez particulière, elle est composée pratiquement uniquement de croûtes océaniques. Alors que si on regarde, par exemple, la plaque de l'Amérique du Nord, elle est composée de croûtes continentale ici et de croûte océanique pour cette portion. C'est un peu la même chose pour l'Amérique du Sud où on voit ici le continent, la croûte continentale et la croûte océanique. Même chose pour l'Afrique ici et même chose pour la plaque eurasienne ici. Examinons schématiquement comment ces plaques interagissent entre elles maintenant. Comme je viens de le dire, la lithosphère est découpée en plaques rigides, représentées en brun sur ce schéma. Les plaques glissent sur la sténosphère, ici en beige, et agissent les unes sur les autres. Ce mouvement détermine trois sortes de frontières au contact entre les plaques. Des frontières divergentes, lorsque deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, des frontières convergentes, lorsque deux plaques entrent en collision, et des frontières transformantes, lorsque deux plaques glissent l'une contre l'autre. Voyons où se trouvent ces divers types de frontières de plaques sur le terrain, c'est-à-dire sur la carte des plaques tectoniques. D'abord, les frontières divergentes. Prenons l'exemple de l'Atlantique. Donc, toute cette trace ici, au milieu de l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud ici, donc représentée par cette ligne brisée en blanc ici. On trouve aussi, évidemment, une frontière divergente au milieu du Pacifique, donc représentée par le même type de ligne ici. On a aussi les frontières convergentes, les frontières convergentes qui se retrouvent principalement au niveau du Pacifique, donc tout autour du Pacifique ici, représenté par cette ligne rouge embarbelée. On a donc frontières convergentes ici. On a aussi, évidemment, frontières convergentes qui se retrouvent un cas très particulier ici entre deux plaques ou entre deux lithosphères continentales ici. Et puis, finalement, il y a les frontières transformantes. Bien, comme je vous l'ai dit précédemment, les frontières transformantes, c'est toutes ces failles qui viennent disséquer les frontières divergentes ici. Certaines sont beaucoup plus développées que d'autres, comme ici, on a une grande faille qui vient passer ici dans le détroit de Gibraltar. On reviendra éventuellement sur ces choses. Voici une illustration de la grande dynamique planétaire décrite par la théorie de la tectonique des plaques. Nous allons revenir à plusieurs reprises sur ce schéma, car il va nous servir pour disséquer les divers aspects de la théorie. Nous allons étudier un à un les divers types de frontières entre les plaques et surtout voir quels sont les processus impliqués. Commençons donc par les frontières divergentes. Comme je viens de vous le montrer, donc, ce sont les frontières qu'on retrouve essentiellement au milieu des océans, donc les frontières qui correspondent au dorsal médio-océanique. Examinons quelques petits schémas pour mieux comprendre. Concentrons-nous sur la partie centrale du schéma. Nous savons qu'il existe un flux de chaleur qui va du centre vers l'extérieur de la Terre. Ce flux, il est causé par la radioactivité. Il engendre des cellules de convection dans le manteau plastique. Cependant, il faut voir que le matériel se déplace très, très lentement, contrairement à ce que peut laisser supposer cette animation. À cause de cette convection, il y a concentration de chaleur causant le gonflement et le soulèvement du matériel à la dorsale océanique. La concentration de chaleur conduit à une fusion partielle du manteau qui produit du magma. Cette convection est du moins en partie le moteur du tapis roulant, entraînant la lithosphère océanique de part et d'autre de la dorsale.
Concentrons-nous maintenant sur la dorsale. L'étalement des fonds océaniques crée dans la zone de dorsale des tensions qui se traduisent par des failles d'effondrement et des fractures ouvertes. Ceci forme, au milieu de la dorsale, un fossé d'effondrement qu'on appelle un rift océanique. Le magma produit par la fusion partielle du manteau va s'introduire dans les failles et les fractures du rift. Une partie de ce magma va cristalliser dans la lithosphère, alors qu'une autre partie va éventuellement être expulsée sur le fond océanique sous forme de lave et former des volcans sous-marins. C'est ce magma cristallisé qui forme continuellement de la nouvelle croûte océanique à mesure de l'étalement des fonds. Nous verrons dans une autre émission que ce magma est de composition basaltique et que par conséquent, la nouvelle croûte océanique sera formée de basalte. Voici comment il se crée perpétuellement au niveau des dorsales médio-océaniques de la nouvelle croûte océanique. Les océans n'ont pas toujours été là où ils sont actuellement. Ils ont mis des années à se former et à s'ouvrir. Par exemple, nous allons voir comment s'est créé l'océan Atlantique, un sujet très cher à notre ami Wegener. Dans une première étape, l'accumulation de chaleur sous un mégacontinent comme la Pangée de Wegener cause une dilatation de la matière qui amène un bombement et des tensions dans la lithosphère continentale. Cette dernière se fracture. Il y a infiltration de magma provenant d'une fusion partielle du manteau, puis volcanisme continental. De telles situations existent aujourd'hui, comme par exemple ici dans la zone du Rio Grande au sud des États-Unis. Depuis quelques millions d'années, tout ce secteur du continent qu'on appelle le plateau du Colorado, au centre gauche de cette carte, se soulève et connaît du volcanisme continental. Et puis, tout au long du Rio Grande, il y a une zone de fracture importante, soulignée par une infinité de failles représentées par les traits rouges. Mais revenons à notre modèle. Dans une seconde étape, la poursuite de la tension produit un étirement de la lithosphère continentale, ce qui cause des failles d'effondrement, puis un fossé qu'on appelle un rift continental. À nouveau, cette situation existe actuellement. Il s'agit, par exemple, du grand rift africain ici que l'on retrouve dans la partie est de l'Afrique, où, effectivement, toute cette portion de l'est de l'Afrique est en train de se séparer de la majorité du continent ici. L'étape suivante sera la formation d'une mer linéaire. Avec la poursuite de l'étirement, deux morceaux de lithosphère continentale vont finir par se séparer. Le fossé s'enfonce progressivement sous le niveau marin et est envahi par la mer. Le volcanisme forme lentement un premier plancher océanique. C'est la première lithosphère océanique. À ce stade, on a une longue mer linéaire. Comme pour les deux étapes précédentes, cette situation existe aussi actuellement. Entre autres au niveau du triangle de Lafar ici. On voit donc la mer Rouge qui commence à s'ouvrir ici. Le fond de la mer Rouge est un plancher basaltique, donc un plancher océanique. Et donc toute la péninsule d'Arabie est en train de se détacher complètement du continent nord-africain. Finalement, le tout se développe en un océan de type atlantique. Avec la poursuite du magmatisme de dorsale et l'étalement du plancher océanique, on en viendra finalement à un océan aussi large que l'Atlantique actuel. Comme je vous l'ai indiqué, ces diverses étapes de la formation des océans se retrouvent actuellement à la surface de la planète. En d'autres termes, il y a des océans en devenir. C'est cette explication qui finalement manquait à Wegener pour véritablement supporter son idée de la dérive des continents. Il se forme donc de la croûte océanique au niveau des zones de divergence. Et si on admet que la Terre n'est pas en expansion, à ce moment-là, il va falloir qu'il y ait de la croûte océanique qui soit détruite quelque part. Cette destruction va se faire au niveau des zones de convergence. C'est maintenant, à cette étape, que nous allons passer. Nous allons donc étudier les zones de convergence. On a vu sur notre carte des reliefs du fond océanique que tout autour du Pacifique, il y avait de fosses très, très profondes. Ces fosses profondes correspondent à ces frontières convergentes que l'on a ici sur la carte des plaques lithosphériques, tout autour de l'océan Pacifique. Les frontières convergentes marquent le contact entre deux plaques lithosphériques qui convergent l'une vers l'autre.
La destruction de plaques va se faire par l'enfoncement dans la sténosphère d'une plaque sous l'autre plaque et par la digestion de la portion de plaque enfoncée dans la sténosphère. Les résultats diffèrent selon le type des plaques qui entrent en collision. Revenons à notre schéma de base. Voyons d'abord le cas où deux plaques océaniques entrent en collision. La plaque la plus dense, généralement la plus vieille, va s'enfoncer sous l'autre pour former ce qu'on appelle une zone de subduction. Ce processus va créer une fosse profonde. De là l'origine des fosses au pourtour du Pacifique. On se rappellera que la croûte océanique, en brun foncé ici, a une densité légèrement inférieure à celle du manteau. C'est dire qu'on enfonce du matériel moins dense dans du matériel plus dense. Aussi, la température de la sténosphère est plus élevée que celle de la lithosphère. On enfonce donc du matériel moins chaud dans du matériel plus chaud. Il s'ensuit un déséquilibre. La plaque lithosphérique sera progressivement digérée par la sténosphère. Il y aura alors fusion partielle et formation de magma. Le matériel moins dense que celui de la sténosphère va remonter vers la surface, un peu comme des bulles d'huile dans l'eau. Une grande partie du matériel restera coincée et cristallisera dans la lithosphère. Mais une certaine partie atteindra la surface et formera des volcans en plein océan. Ceux-ci formeront une chaîne linéaire qu'on appelle un arc volcanique insulaire. De bons exemples de cette situation où on a convergence entre deux plaques océaniques, bien évidemment, c'est tout autour ici, tout le long du Pacifique ouest, ici, jusqu'à la fosse des Aléoutiennes essentiellement. Un autre petit exemple aussi, c'est entre la plaque des Caraïbes et la plaque de l'Amérique du Nord. Au large des Antilles, par exemple, on a ici un petit bout de plaque océanique qui entre en contact avec plaque océanique aussi. La convergence peut aussi se faire entre continent et océan. Lorsqu'une plaque océanique entre en collision avec une plaque continentale, c'est la plaque océanique qui s'enfonce sous la plaque continentale, simplement parce qu'elle est plus dense. Comme dans le cas précédent, les mêmes phénomènes de digestion de plaques, fusion partielle, remontée de magma, vont se produire. Cette fois, les volcans vont se former sur le continent et on aura un arc volcanique continental. À nouveau, des exemples de cette situation. Tout le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, par exemple, on a la plaque de Nazca qui s'enfonce en dessous de la plaque de l'Amérique du Sud et qui produit donc le volcanisme qu'on a dans l'ouest de l'Amérique du Sud. Un autre bon exemple, c'est ici dans l'ouest de l'Amérique du Nord, avec la petite plaque Juan de Fuca qui s'enfonce en dessous de la plaque de l'Amérique du Nord et qui est responsable de tout ce volcanisme qu'on a le long de la côte, incluant par exemple le volcanisme du Mont Sainte-Hélène. Finalement, la convergence peut aussi se faire entre deux masses continentales. Comme il y a beaucoup de matériel sédimentaire sur le plancher océanique à la marge des continents, la concentration de ce matériel par tapis roulant va donc construire une pile sédimentaire qu'on appelle un prisme d'accrétion. Tant qu'il reste de la lithosphère océanique, la subduction va se poursuivre avec le volcanisme continental associé. Le matériel empilé sur le plancher océanique va se concentrer de plus en plus entre les mâchoires de l'étau qui se resserrent. La densité de la croûte continentale est faible par rapport à celle de la sténosphère, 2,7 contre 3,3, ce qui confère à l'ensemble de la plaque lithosphérique continentale une densité trop faible pour que la plaque puisse s'enfoncer dans la sténosphère. Le moteur du déplacement des plaques n'est pas assez puissant pour donner la poussée nécessaire. Le mécanisme va donc se coincer. Tout le matériel entre les mâchoires de l'étau va se soulever pour former une chaîne de montagnes qui peut atteindre des sommets aussi hauts que l'Himalaya. Le mouvement cesse et les deux plaques continentales sont soudées. On a donc ainsi érigé une chaîne de montagnes qui pourra se retrouver au centre d'un continent. Un bon exemple récent d'une chaîne de collision entre deux masses continentales, c'est l'Himalaya, coincé entre l'Inde et la Chine. En voici l'histoire qui, on peut dire, a commencé il y a quelques 130 millions d'années et est présentement dans sa phase terminale. Vous vous souvenez qu'on a vu qu'il y a quelques 250 millions d'années, il y avait la Pangée. La masse continentale qui forme aujourd'hui l'Inde faisait partie de ce mégacontinent. Elle se situait dans l'hémisphère sud.
La Pangée a commencé à se disloquer il y a environ 160 millions d'années. Il y a quelques 150 millions d'années, un océan, l'océan Téthys, s'ouvrait. La Paléo-Inde n'était toujours pas individualisée. Il y a 95 millions d'années, la masse continentale paléo-indienne commençait sa migration vers le nord. 45 millions d'années plus tard, c'est-à-dire il y a 50 millions d'années, la Paléo-Inde est très près de la masse continentale qui formera le gros de l'Asie. Une série de microplaques s'agglutinent pour former un embryon d'Himalaya et le plateau du Tibet. Plus près de nous, finalement, il y a une dizaine de millions d'années, l'Himalaya est érigé et l'Inde occupe sa position actuelle. Aujourd'hui, la chaîne n'est pas encore totalement stabilisée et elle connaît une sismicité encore bien active. Il y a finalement un troisième type de frontières, les frontières transformantes. Voyons sur notre carte des fonds océaniques. Vous connaissez déjà toutes ces failles transformantes qui dissèquent la dorsale médio-atlantique et aussi évidemment la dorsale médio-pacifique. Sur la carte des plaques lithosphériques, maintenant, on a de ces grandes failles qui viennent séparer, qui viennent limiter deux plaques. La petite plaque des Caraïbes est séparée de la plaque de l'Amérique du Nord aussi par une longue faille transformante. La toute petite plaque de Scotia aussi est bordée de part et d'autre par des failles transformantes. Et puis, il y a cette grande faille ici qui part de la dorsale médio-océanique, qui dissèque la dorsale médio-océanique, qui vient s'étendre jusque dans la Méditerranée en passant par le détroit de Gibraltar et qui sépare la plaque de l'Afrique de la plaque de l'Eurasie. On appelle ces failles transformantes parce qu'elles transforment le mouvement entre deux segments d'une même frontière divergente ou entre une frontière divergente et une frontière convergente. Examinons à nouveau nos petits schémas pour voir de quoi il s'agit. Il y a failles transformantes lorsque deux plaques glissent l'une contre l'autre, soit en sens opposé, soit dans le même sens, mais avec des vitesses différentes. Le long de la faille de ce schéma, on a les deux types de mouvements relatifs. Au centre, entre les deux segments de frontières divergentes, le mouvement est opposé. Le long des deux autres segments de la faille, le mouvement va dans le même sens, mais avec des vitesses différentes. Un exemple bien connu de faille transformante est celle de la faille de San Andreas en Californie. Cette carte montre le contexte tectonique général dans lequel se situe la faille. D'abord, la dorsale du Pacifique, bien évidente, qui vient se perdre dans le golfe de Californie, au bas de l'écran. Puis, au nord, il y a un autre petit bout de dorsale qui sépare la plaque de Juan de Fuca de celle du Pacifique. La faille de San Andreas relaie trois éléments importants. La zone de divergence de la dorsale du Pacifique, la zone de subduction qui limite les plaques de Juan de Fuca et de l'Amérique du Nord et qui longe toute la côte ouest, et la zone de divergence de la dorsale de Juan de Fuca. Elle constitue donc un bout de frontière entre les plaques de l'Amérique du Nord, du Pacifique et de Juan de Fuca. Comme vous le savez, c'est une faille dont le mouvement initie de nombreux séismes qui affectent particulièrement la ville de San Francisco, qui est littéralement assis sur la faille. Au rythme actuel du déplacement, qui est de l'ordre de 5 cm et demi par an, on peut s'attendre que d'ici 10 millions d'années, la ville de Los Angeles soit au droit de San Francisco. Voilà, nous venons de voir l'essentiel de la théorie de la tectonique des plaques. Nous pouvons résumer cette théorie par ce petit schéma. Les déformations de la lithosphère terrestre, initiées par les forces internes de la Terre, se traduisent par un découpage de la lithosphère en plaques rigides qui glissent sur la sténosphère. Ces plaques en mouvement vont agir les unes sur les autres et, dépendamment de leur déplacement relatif, elles vont former trois types de frontières: divergentes, convergentes et transformantes. Aux frontières divergentes, il se fabrique perpétuellement de la lithosphère océanique. Et en réaction à cette fabrication de lithosphère, puisque la Terre n'est pas en expansion et que par conséquent sa surface est un espace fini, il y a aux frontières convergentes destruction de plaques lithosphériques.
Cette destruction est assurée par la subduction de la plaque et par sa digestion dans la sténosphère. Pour accommoder des différences de vitesse dans le mouvement des plaques et en certains endroits pour faire le relais entre des limites convergentes et divergentes, il y a les frontières transformantes qui permettent aux plaques de glisser l'une contre l'autre. À ce stade-ci, vous vous demandez peut-être à quelle vitesse se fait ces déplacements. On est parvenu à calculer ces déplacements basés sur l'âge des planchers océaniques, mais aussi basés maintenant sur des mesures satellitaires. Au niveau de la divergence, si on regarde du côté de l'Atlantique, par exemple, on a mesuré des taux de divergence de 3 cm par année. Ça veut dire, en clair, par exemple, que la ville de Montréal et la ville de Paris s'éloignent l'une de l'autre de 3 cm par année. Dans le Pacifique, on a mesuré des divergences encore plus importantes de l'ordre de 6 à 18 cm par année. Au niveau de la convergence, dans l'océan Pacifique, on a des taux de 3 à 10 cm par année. Et puis, le long des failles transformantes, vous vous souvenez, on a donc parlé de ce glissement qui se fait le long de la faille de San Andreas avec un taux de 5 cm et demi par année. Nous venons d'examiner un modèle de la grande mécanique planétaire qui est basé sur un certain nombre de constatations et à ce stade-ci, je suis persuadé qu'il vous apparaît tout à fait sensé. Il n'en demeure pas moins que tout modèle demande à être testé et que c'est uniquement lorsqu'il aura réussi ce test qu'on pourra le considérer comme valide. Il nous reste donc à examiner ce test, ce que nous allons faire la semaine prochaine, et à voir comment ce modèle explique les grands phénomènes comme les tremblements de terre, le volcanisme, la déformation des roches et la formation des chaînes de montagnes. D'ici là, je vous invite donc à visiter le site Internet pour compléter cette émission. À la prochaine.